du réel est partielle et partiale. D'à quel point aussi elle est structurée par un langage techniciste, managérial et économique qui s'impose à nous alors que nous croyons en être les maîtres. Ce langage, utilitariste et techniciste et économique, qui envahit tous les domaines d'appréhension du réel, prétend en rendre compte dans sa globalité, alors que, je le répète et je m'insiste, il en rend compte partiellement. Ce discours dominant de la société d'une façon générale et des médias en particulier n'est qu'une représentation du réel, représentation partielle et partiale du monde. Le plus grave dans ce phénomène, c'est que, sans que nous en soyons forcément conscients, cette vision imposée du réel structure, à notre insu, notre propre représentation du réel et en réduit terriblement le sens. Cette vision du monde, car ça n'est qu'une vision du monde, fabriquée essentiellement par un flot ininterrompu d'images et d'informations, nous dit « voyez le monde tel qu'il est ». Se présentant mensonge suprême comme objectif. Cette représentation orientée du réel et du monde modélise, donc, c'est le mot, modélise une position existentielle devenue loi. Elle aboutit, je suis le regret de le dire, elle aboutit à notre aliénation. Dois-je rappeler, comme l'écrivait Karl Marx, que le propre de l'aliéné est de ne pas se rendre compte qu'il est. Aliénation privatrice de la liberté irréductible de chaque individu de penser de manière singulière. Bien que le règne de la quantité soit le signe du temps, comme le prophétisait un certain René Guénon, l'homme n'est pas unidimensionnel. Il ne vit pas que de pain et ne se réduit pas à l'homo economicus tel que le discours ambiant de la pensée conformiste voudrait le faire croire. Mais nous rendons-nous compte d'à quel point son langage structure notre manière de rendre compte du réel alors qu'il nous en est imposé une vision unique, partiale. Cette langue de signification minimale et consensuelle réduit non seulement le vocabulaire, mais aussi clôt, ferme le sens et assigne le réel à sa perception immédiate. Telle est la supercherie et le mensonge de notre société. Elle tient le consommateur citoyen surrenseigné comme jamais, mais sous-informé. En plus, elle le fait dans une langue de bois qui, annihilant la fonction imaginante et imaginatrice, ne donne accès qu'à un réel sans profondeur et encore plus sans intensité, c'est-à-dire une apparence du réel. Et comme vous le savez, l'apparence n'est pas la réalité. Un mensonge, d'où le désenchantement des individus, donc d'où la nécessité impérieuse et vitale de réenchanter le monde et la vie. Car si l'homme peut mourir de manque de nourriture matérielle, l'humain meurt encore plus sûrement du manque de nourriture spirituelle. Mais avant que de développer cette notion de réenchantement du monde, il me soit permis de préciser, et encore plus avec tout ce que j'ai entendu cet après-midi, de préciser ceci et de dénouer un éventuel quiproquo.
À mes yeux, réenchanter le monde ne consiste certainement pas à fuir le réel, ni à poursuivre quelques chimères pour se réfugier dans des illusions fantastiques ou fantasmagoriques. Ce serait là une démarche mortifère, et réenchanter le monde consiste à faire exactement l'inverse de cela. Réenchanter le monde, cela suppose tenter de se réapproprier la totalité du réel, non plus seulement dans son aplat et son apparence, mais dans le maximum de ses facettes. Puisque, comme je l'ai dit, le monde, le réel, a plusieurs facettes. Donc, se le réapproprier dans le maximum de ses facettes, d'autre part dans sa profondeur et son intensité, enfin, de rendre compte donc du kaléidoscope du réel que l'on pourrait appeler, et c'est d'ailleurs ce que n'ont pas manqué de faire certains poètes du XXe siècle révolutionnant la politique, que l'on pourrait appeler le sur-réel. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les poètes ne sont pas de dangereux fous qui verraient, qui s'échapperaient dans un irréel. Non, le poète, c'est exactement l'inverse. Le poète, c'est un visionnaire. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet, et vous allez comprendre très précisément de quoi je vais parler. En 1953, Paul Éluard, il écrit « La terre est bleue comme une orange ». Et tout le monde se dit, c'est bien une idée de poète. Et vous savez, en 1960, les Russes, ils envoient en 62, je sais plus, ils envoient le premier explorateur de l'espace, qui s'appelle Gagarin. Et avec Baïkonur, il demande à Gagarin, c'est comment la Terre vue de loin? Et Gagarin répond, et il n'a jamais dit Paul Éluard, Gagarin répond, c'est bizarre, la Terre, on dirait une grosse orange, sauf qu'elle serait bleue. Voilà ce que c'est la politique. Que les choses soient très claires. Réenchanter le monde et la vie, réenchanter le monde et la vie, c'est vivre poétiquement. Comme l'écrivait il y a 2 siècles le poète Paul Verlaine, il n'y a qu'une façon de vivre, c'est d'habiter le monde poétiquement. J'ai bien dit de vivre, je n'ai pas dit d'exister, je n'ai pas dit de survivre, j'ai dit vivre. Et j'en suis d'accord, il n'y a qu'une façon de vivre, c'est d'habiter le monde poétiquement. Alors c'est quoi vivre poétiquement? Eh bien, vivre poétiquement, c'est retrouver la capacité, je dis bien retrouver parce que nous l'avons tous perdu et plus encore dans notre société, c'est retrouver la capacité à l'étonnement et à l'émerveillement. Le questionnement est la base de la poésie, de la philosophie. On va expliquer pourquoi il y a quelque chose qui ne fait rien. On répond pour que nous puissions nous poser la question. Et l'autre activité humaine, c'est la capacité à s'étonner et donc à s'émerveiller. S'agissant de la capacité au questionnement, en général, les adultes la perdent. Parce qu'à force que les petits enfants posent à ses parents la question pourquoi le ciel est bleu et que ses parents sont incapables de répondre, l'enfant comprend très vite que devenir grand, c'est ne plus poser des questions à la fois. Donc ça annule en lui sa capacité à se questionner, et quand à s'étonner, c'est pas une s'étonne, il ne fait plus rien. Et c'est comme ça qu'il devient aliéné. Donc vivre poétiquement, disais-je, c'est retrouver la capacité à l'étonnement et à l'émerveillement qu'a l'enfant et que faire l'adulte.
C'est donc être capable d'appréhender le réel dans son entièreté. Car comme le rappelait encore Paul Éluard, oui, il y a un autre monde, mais il est dans ce monde. Vivre poétiquement, c'est donc prendre conscience qu'à côté de la pensée logique, il y a une autre pensée qui s'appelle la pensée analogique, qui n'est pas moins rationnelle que l'autre, mais qui fonctionne autrement. Pour faire court, la pensée logique, c'est Karl Goff, la pensée analogique, c'est Karl Goff. Or, dans la société où nous sommes, je suis relevé de vous informer que, à part les poètes et les auteurs de fiction, votre cerveau droit, il n'y en a plus. Ou en tout cas, mon fonctionnement, les synapses sont très sérieusement atrophiées. Donc, prendre conscience que nous avons une pensée analogique. C'est quoi la pensée analogique? C'est la pensée qui est capable d'établir des correspondances entre des éléments qui, en apparence, n'ont aucune correspondance en fait. C'est ça la base de l'imaginaire. C'est comprendre que notre raison raisonnante et intellectuelle n'est donc pas la seule, qu'elle est sœur jumelle d'une raison sensible, comme l'appelle le philosophe Michel Machiavelli, autrement dit, d'une intelligence du cœur, faite de ressentis, d'intuition et d'émotionnel, que notre société mécaniste a atrophié en chacun de nous et qui amoindrit très sérieusement la compréhension individuelle et collective que nous avons du monde. Donc, je vous fais un dessin. Non seulement on a un discours qui nous est imposé, qui nous donne une vision complètement partielle et partielle du réel, et en plus, on est des handicapés, puisque notre cerveau droit fonctionne plus. C'est vous dire si nous sommes lucides par rapport au réel et au monde. Ça va, je continue. Vivre poétiquement, c'est donc une manière d'être qui cherche en permanence à comprendre l'envers des choses, l'autre face du réel. Qu'après tout, si le réel a une apparence, il doit au moins avoir une autre face. Au moins, c'est peut-être même plus, et peut-être même qu'il a de la profondeur. Donc, vivre poétiquement, eh bien, c'est chercher en permanence à comprendre l'envers du décor, la face cachée des choses. Faisant cela, c'est interpeller, transgresser même les valeurs communes, les façons de voir conformistes et les habitudes qui appauvrissent pleinement, qui appauvrissent singulièrement la vie unique de chaque individu. Cette manière d'être est celle qui permet, et elle seule le permet, d'être pleinement présent au monde, et même à l'instant dans ce monde, de l'habiter donc pleinement et réellement, exactement de la même façon que lui devrait nous habiter. Habiter le monde poétiquement, c'est être. Être, et non pas être élevé. En même temps, vivre poétiquement consiste justement à reconnaître en soi
l'existence de son moi véritable, l'autre dimension, la vraie de soi-même, qui fait que chacun peut potentiellement appeler autour de la autre dimension de soi-même. Celle-ci a des hirondelles dans la tête, qui seront toujours libres de voler, de voyager, de chanter et de refaire le monde tel qu'il pourrait, tel qu'il devrait être. Car tant qu'il y aura une aube à venir, le monde sera à recréer. Vivre poétiquement, c'est enfin ne pas se contenter du vocabulaire et du langage technocratique qui assèche le sens, mais s'efforcer d'utiliser pour s'exprimer un vocabulaire, un langage qui rende compte de la saveur de la vie et de la saveur des choses. Parce que on a encore, et même si dans sa folie dingue, l'UNESCO a inventé un baromètre du bonheur, parce que maintenant on ne se contente pas de mesurer le PIB, on en est à un point où on classe les pays en fonction d'un coefficient du bonheur. Eh bien, je suis le regret d'informer l'UNESCO que le plaisir d'admirer une petite sœur ne se résolvera jamais par des statistiques. C'est con, mais le baromètre, il est mauvais. Ils peuvent le casser. Mais ça vous dit à quel point, effectivement, on est face à une société qui structure notre façon de voir le monde. Donc, vous êtes un langage qui rend compte de la saveur de la vie. Retrouver sa capacité d'étonnement et d'émerveillement, relier la pensée logique à la pensée analogique, en développant cette dernière, si vous l'avez compris, en a bien besoin, élargir et approfondir son vocabulaire pour dire de manière personnelle son rapport au monde, telles sont les conditions qui permettent d'accéder à un état de vivre poétiquement. Seul état qui permet donc de réenchanter le monde. Cela suppose de faire un pas de côté, parce que quand on fait un pas de côté, on change de monde et on voit les choses autrement. Pas de côté, certains qui sont peut-être maintenant dans la salle connaissent. Un pas de côté, donc, et que l'on convertisse son regard. Eh bien, c'est justement ce à quoi invite la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, elle n'est pas la seule, est effectivement une des voies d'accès à cet état de vivre poétiquement qui permet de réenchanter le monde. Elle l'est tout d'abord car entrer en franc-maçonnerie, c'est être projeté dans un étrange pays étranger, sans aucun repère connu, un univers dont on ne connaît aucun décode, un univers où le temps et l'espace sont hauts, qui nous renvoie face au cosmos, face au cadre élément, une chose que l'on fréquente plus dans notre vie urbaine. On ne voit plus le ciel étoilé dans n'importe quelle ville du monde, et on ne sait même plus ce que ça veut dire. Un univers dont on ne connaît donc aucun décode, un univers où le temps et l'espace sont hauts, dont on voit face au cosmos, face au quatre éléments, dans un temps circulaire et non plus un temps linéaire, un pays dont on ne connaît pas la langue. C'est-à-dire qu'on est étonné. Pour peu que l'on veuille bien prendre les mythes et les symboles de la franc-maçonnerie au sérieux, et ne pas les traiter en objets folkloriques, extérieurs à nous, notre désir de compréhension nous envoie à cet état de questionnement, auquel je me référais tout à l'heure,
et à cet état d'étonnement et d'émerveillement qui est bel et bien celui de l'enfant, où nous avons tout à apprendre, tout à comprendre, tout à ressentir. Ça veut dire de nouveau, puisque là oublié. S'enclenche alors un processus d'étonnement, de recherche du sens, qui ne peut qu'élargir et approfondir ce dernier, c'est-à-dire le sens, processus qui, étape par étape, grade par grade, sera lui-même aiguisé, maintenant en éveille nos sens, notre réflexion, que la société extérieure atrophie tous les jours. Être face au mythe, et surtout symbole de la franc-maçonnerie, rouvre donc en nous les portes de l'imaginaire. Car la signification des choses n'y est pas énoncée, mettant ainsi en mouvement notre pensée analogique et stimulant notre imagination. Mythe, rite, symbole, fonctionne comme un multisyllabaire, un livre muet, gigantesque, où l'art et les significations ne sont jamais énoncées, je dis bien jamais, mais suggérées. C'est la suggestion qui remet en mouvement la pensée et l'imagination. C'est ce qui rouvre le sens, alors que le langage techniciste ferme le sens. Si dans notre fonctionnement social, nous employons un langage logique, rationnel, empirique, pratique, technique, qui tend à préciser, à dénoter, à définir, les mythes, les symboles utilisent, eux, pour signifier la connotation au lieu de la dénotation. L'analogie au lieu de la logique, l'allégorie, la métaphore, qui plutôt qu'une définition précise, dégage j'emploie volontairement le mot dégage, un halo de signification possible, et rouvre ainsi la multiplication des sens et du sens. Si en entrant en franc-maçonnerie, on dit à l'apprenti qu'il ne sait ni lire ni écrire, c'est parce qu'il va falloir lui apprendre, ou plus exactement, qu'il apprenne lui-même, à côté du langage commun qu'il possède, ces langages autres qui disent autrement les choses. Je dis bien ces langages autres qui disent autrement les choses. La franc-maçonnerie utilise du langage de la construction au langage de l'alchimie, de celui de la géométrie à celui de la chevalerie, au moins 7 langues. Et non, c'est un vocabulaire, une grammaire et une syntaxe. La franc-maçonnerie, elle utilise 7 langues. C'est dire que l'apprentissage, puis l'emploi et éventuellement la maîtrise de ces langages ne peut qu'élargir et approfondir la vision du réel, en même temps que permettre à l'adepte d'en rendre compte avec une richesse d'expression elle-même plus large et approfondie. Enfin, et c'est sans doute le plus important, au moment où il peut prétendre maîtriser ces langages, il est annoncé à l'adepte que la parole aurait été perdue, qu'il est invité à la retrouver et qu'en attendant, il est condamné à utiliser des mots substitués. La première interprétation que l'on peut faire de ces phrases qui sont quasi ridicules, c'est d'envisager que les mots substitués, ils sont incapables de rendre compte du réel dans sa totalité. Il est ainsi mis l'accent sur un point fondamental, à savoir que le langage commun, le nom, ne rend pas compte du réel, mais
seulement, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, d'une représentation du réel, contrairement à ce que l'on croit communément. L'adepte est donc ainsi invité à retrouver une parole qui fait qu'il y a un avant et un après cette parole. Ça s'appelle une parole fondatrice. C'est ce qui permet d'ailleurs éventuellement, symboliquement aux francs-maçons, une fois qu'ils vont poser, de dire Jésus. Je vous rassure, la plupart du temps, ils n'ont rien dit, ils n'ont fait parler, mais ça ne les empêche pas de dire Jésus. Parce que c'est pas tous les jours qu'on entend des paroles fondatrices sur les colonnes de temps, Jésus non pas. C'est ainsi que pour faire comprendre cela, par un langage métaphorique, certains rites maçonniques ouvrent les travaux de Vol avec comme volume de la loi sacrée l'évangile de Jean. À la page de son prologue, il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, non pas par Dieu, mais par le Verbe, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, non pas Dieu, par le Verbe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » L'interprétation minimale que l'on peut faire de ce verset est que c'est en nommant les choses qu'on les crée. J'en suis d'accord. C'est en nommant les choses qu'on les crée. Les étoiles, elles ne savent même pas qu'on fait des étoiles. En même temps, au long de son parcours, l'adepte sur la voie maçonnique est donc invité à retrouver la parole qui aurait été perdue. Il ne peut donc s'agir, pour moi, que du verbe, comme l'indique le verset. Cette parole qui fonde les choses en les nommant, c'est la parole poétique, celle des mots vivants, parce que vécu, celle qui établit les choses en force avec une puissance évocative et suggestive. C'est d'ailleurs ce qu'indique l'étymologie du mot poésie, qui vient du grec poiène,